Le train de 16h50 par Agatha Christie. Chapitre 1er. Haletante, Mrs. McGillicuddy s'efforçait de suivre l'homme d'équipe qui, dans le hall de la gare de Paddington, portait sa valise. La digne dame était petite et sujette à l'embonpoint, tandis que, de haute taille, le préposé au bagage marchait à pas de géant. En outre, sa cliente avait grand-peine à maintenir, dans ses bras, les nombreux paquets contenant les achats faits dans la capitale à l'approche de Noël. Dans ces conditions, comment s'étonner que le porteur eût déjà atteint le quai de départ alors qu'elle se débattait encore dans le hall, rejetée de droite et de gauche par une foule turbulente surgissant des passages souterrains, des buffets et des bureaux de renseignement, sans oublier ni les voyageurs descendus de trains surchargés et dont le flot se heurtait aux nouveaux venus, ni les incorrigibles qui semblent choisir les jours de grand départ pour étudier, sans grand succès d'ailleurs, les panneaux des horaires. Sans doute protégée par le dieu Hasard, Mrs. McGillicuddy parvint enfin au quai numéro 3, au long duquel se trouvait son train, le semi-direct de 16h50, au moment où un haut-parleur, rauque à souhait, hurlait « Direction de Brackhampton et Milchester, départ dans 4 minutes !» Reprenant difficilement sa respiration, Mrs. McGillicuddy se prit à penser au billet qu'il lui fallait présenter. Luttant avec ses paquets avec l'énergie du désespoir, elle finit par le découvrir dans le fond de son sac à main. Puis, avançant péniblement, elle aperçut le porteur qui, résigné, l'attendait devant un wagon de 3e classe. Spectacle qui la fit sursauter. L'indignation eut raison de son essoufflement. « Je voyage en première !» dit-elle péremptoirement. Sans s'émouvoir, le porteur jeta un coup d'œil sur le manteau écossais poivre et sel et de coupe masculine qui s'offrait à sa vue. « Je ne pouvais pas le deviner, marmonna-t-il sans plus. La crainte de manquer son train l'emporta sur un ressentiment justifié. Aussi, Mrs. McGillicuddy se contenta-t-elle de suivre le porteur jusqu'à la voiture appropriée dans laquelle elle se hissa. Après avoir pris place dans un compartiment vide, elle rémunéra le porteur avec une dignité que celui-ci n'apprécia guère. Le montant du pourboire ne répondait pas au standing des premières. La vérité était que Mrs. McGillicuddy appartenait à cette catégorie de gens qui, prêts à dépenser tout l'argent voulu pour s'assurer un voyage confortable, ont le souci de ne pas exagérer ce qu'ils considèrent comme un don. Un dernier coup d'œil sur le quai, et la voyageuse se disposait à feuilleter un magazine, quand le signal du départ fut donné. Bientôt, Mrs. McGillicuddy inclina la tête, le magazine glissa sur la banquette, et ce fut le sommeil réparateur, jusqu'au moment où un léger coup de frein réveilla la dormeuse. Remise des émotions du départ, elle assura l'équilibre de son chapeau minuscule et se mit à regarder le paysage. Plus exactement, ses ombres, car, déjà, la brume d'un soir de décembre était tombée. Dans 5 jours, ce serait Noël. Du moins, les lumières des petites gares ou des habitations clairsemées ne manquaient-elles pas de charme. L'appel d'un serveur surgissant à la porte du compartiment tel un diablotin troubla cette quiétude. « Le thé est servi !» Mrs. McGillicuddy hésita. Puis, se souvenant qu'elle avait déjà sacrifié au rite dans un grand magasin, elle ignora l'invitation qui se répétait dans le couloir et, d'instinct, elle jeta un coup d'œil sur les paquets qu'elle avait hâtivement déposés dans le filet. Satisfaite, elle se tourna de nouveau vers la fenêtre. Soudain, un express passa en trombe avec un sifflement aigu qui fit trembler les vitres. Mrs. McGillicuddy sursauta. Peu après, son propre train ralentit, à l'approche d'un signal sans doute. À ce moment, sur la voie la plus proche, un autre convoi fit son apparition et l'effet devint impressionnant. Allant dans la même direction, et presque à vitesse égale, les 2 trains semblaient disputer un match. Réflexe habituel d'un voyageur désœuvré, Mrs. McGillicuddy
s'efforçait de voir les occupants des compartiments qui s'offraient à sa vue. Mais la plupart des stores avaient été baissés, froid intense et nuit noire. Et les voyageurs, par ailleurs peu nombreux, étaient difficilement visibles. Cependant, alors que, collés l'un à l'autre, pour ainsi dire, les trains donnaient l'impression d'être immobiles, le store du compartiment qui faisait alors face à celui de Mrs. McGillicuddy se souleva entièrement, permettant à celle-ci de satisfaire sa curiosité. Mais ce qu'elle vit lui arracha un petit cri. Elle essaya de se lever avant de retomber, haletante, sur la banquette. Debout et le dos tourné, un homme serrait la gorge d'une femme et, lentement, impitoyablement, il l'étranglait. Les yeux de la malheureuse sortaient de leurs orbites et sa figure était cramoisie. Terrorisée, Mrs. McGillicuddy ne pouvait détacher ses yeux de l'horrible spectacle. Le hasard voulut que le 16h50 ralentit encore et que le train, parallèle, le dépassa rapidement, disparaissant dans la nuit. Mrs. McGillicuddy s'efforçait d'atteindre la sonnette d'alarme, mais elle dut y renoncer. L'émotion la paralysait. Soudain, la porte du compartiment s'ouvrit et la voix du contrôleur se fit entendre. « Billet, s'il vous plaît !» L'interpellé dut faire un effort avant de dire d'une voix saccadée. « Une femme a été étranglée dans le train qui vient de nous dépasser. Je l'ai vue. » Encore une hallucinée, dut penser l'employé qui jeta un regard soupçonneux sur son vis-à-vis. « Étranglée ?» répéta-t-il, sans plus. Son incrédulité ne faisait aucun doute. « Oui, et je l'ai vue. Vue de mes propres yeux. Il faut que vous fassiez quelque chose immédiatement. » Le contrôleur tout sauta, comme pour s'excuser de sa réponse. « Ne croyez-vous pas, madame, que vous vous êtes endormie et que, peut-être... » Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. « J'ai fait un petit somme, c'est exact, » riposta Mrs. McGillicuddy. « Mais si vous faites allusion à un rêve, vous êtes complètement dans l'erreur. J'ai vu, dis-je. » Le regard de l'employé se porta sur le magazine laissé ouvert sur la banquette. Sur l'une des 2 pages visibles, un dessin représentait une femme attaquée par un homme masqué. « Voilà qui explique bien des choses, » pensa le contrôleur, qui se fit persuasif. « Allons, madame, soyez raisonnable. Ne croyez-vous pas qu'après avoir lu une histoire passionnante à souhait, vous vous êtes endormie, puis réveillée, encore sous l'impression du récit ?» De nouveau, la voyageuse l'interrompit. « Erreur! J'étais parfaitement lucide. Dois-je répéter que je regardais par la fenêtre, sans idée préconçue, et que j'ai vu un homme étrangler une femme? Et je veux savoir ce que vous proposez de faire à ce sujet. » L'autre n'était toujours pas convaincu. Il soupira avant de regarder sa montre. « Eh bien, madame, nous serons à Brackhampton dans 7 minutes exactement. Patientez donc jusque-là. Au fait, dans quelle direction allait le train dont vous m'avez parlé ? » « La nôtre, évidemment. Vous ne pensez pas, je suppose, que j'aurais pu voir ces choses dans un train roulant en sens contraire. » Le contrôleur donnait l'impression de croire que son interlocutrice était tout à fait capable de voir n'importe quelle image suggérée par une imagination sans bornes, mais il s'en tint à une prudente diplomatie. « Vous pouvez compter sur moi, madame. Je transmettrai votre témoignage à qui de droit. Peut-être aurez-vous l'obligeance de me donner vos noms et adresses, simplement pour le cas où, sans attendre la suite, Mrs. McGillicuddy lui fit connaître l'endroit où elle se disposait à passer quelques jours, ainsi que son adresse permanente en Écosse. Après en avoir pris note, le contrôleur se retira, avec l'air satisfait d'un homme qui a su régler un incident avec l'une de ces folles que l'on rencontre parfois dans un train. Pour sa part, Mrs. McGillicuddy demeurait soucieuse. Le contrôleur allait-il vraiment donner suite à l'affaire ? Ou avait-il simplement cherché à s'en tirer au mieux ? Certes, il existait de nombreuses dames âgées qui ne pouvaient voyager sans craindre de se voir en danger de mort ou d'assister, impuissantes, à une agression. Parfois, elles affirmaient avoir aperçu des soucoupes volantes ou autres engins
interplanétaire. Et le contrôleur serait peut-être tenté de la classer parmi ses toqués. On apercevait les lumières d'une grande ville, Braghampton. Mrs. McGillicuddy ouvrit son sac à main, en tira le premier papier qui s'offrait à son regard, puis, se saisissant de son stylo, elle écrivit un court message qu'elle glissa dans l'enveloppe qu'elle ne manquait jamais d'emporter avec elle. Sait-on jamais? À cet instant, le train s'arrêtait le long d'un quai bondé de voyageurs. D'une fenêtre ouverte, Mrs. McGillicuddy jeta des regards anxieux. Trop de monde et pas assez de porteurs. Elle commençait à désespérer quand elle aperçut un homme d'équipe qui venait dans sa direction. « Hep !» cria-t-elle sur un ton sans réplique. « Remettez immédiatement ce pli au chef de gare. Voici un shilling. » Ce geste autoritaire l'avait sûrement épuisée car elle se rassit dans son compartiment sans autre commentaire. Mrs. McGillicuddy n'était pas une poule mouillée, mais l'horreur du drame dont elle venait d'être témoin lui donnait encore des frissons. Cependant, elle finit par se persuader qu'elle ne pouvait rien faire d'autre, et peu à peu, les images macabres s'atténuèrent. Elle pensa soudain au pourboire qu'elle venait de donner. 1 shilling. La moitié eût été largement suffisante. L'Écossaise reprenait le dessus. Pour oublier cette regrettable largesse, elle pensa de nouveau au drame. Étrange effet du hasard. Si le vent n'avait pas soulevé brusquement le store d'un compartiment, personne n'aurait vu le crime. Et le destin voulut qu'elle fût seule à pouvoir en témoigner. Mais des voix s'élevaient sur le quai, des portes furent bruyamment refermées, un coup de sifflet et le train sortit lentement de la gare. 1 heure plus tard, il s'arrêtait à Milchester. Mrs. McGillicuddy rassembla hâtivement ses bagages et descendit de son wagon. D'air chef, elle dut attendre l'arrivée d'un porteur. Ayant enfin trouvé l'aide nécessaire, elle se dirigea vers la sortie. Au dehors, un taxi était en attente. Son conducteur surgit devant elle. « Sans doute, Mrs. McGillicuddy, que je dois conduire à Saint-Mary-Mead. » Valises, paquets et parapluies furent introduits à grand-peine dans les 3 véhicules et le départ eut lieu dans la nuit. Un parcours de 15 kilomètres. À l'intérieur du taxi, Mrs. McGillicuddy était incapable de se détendre. Elle ne pouvait même pas clarifier ses pensées. Enfin, la voiture traversa la rue principale d'un village qu'elle reconnut et arriva bientôt à destination. Son cœur battant à tout rompre, la voyageuse descendit et, suivie du conducteur portant les bagages, elle emprunta une allée dallée jusqu'à la porte vitrée d'une grande villa. Là, une domestique d'un certain âge l'accueillit avec empressement. Le temps de lui adresser un rapide « bonsoir », et la visiteuse s'engagea dans le hall où, devant l'entrée du salon, l'attendait une dame âgée, frêle d'aspect. « Oh, Elspeth !» s'écria celle-ci. « Quelle joie! Mais vous me semblez très nerveuse. » Nerveuse, en vérité, était Mrs. McGillicuddy, car, avant même d'embrasser son amie, elle lança d'une voix haletante. « Je viens d'être témoin d'un crime !» Chapitre 2. Fidèle au principe que lui avaient inculqué sa mère et sa grand-mère, à savoir qu'une dame digne de ce nom ne doit jamais paraître choquée, ni surprise, Miss Marple haussa gentiment les sourcils et dodelina la tête tout en parlant. « Un tel spectacle a dû vous déprimer terriblement, Elspeth. Mais ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de me relater le tout sur le champ ?» Exactement ce que Mrs. McGillicuddy désirait. Aussi se laissa-t-elle conduire auprès du feu, puis, après s'être débarrassée de ses gants, elle prit la parole sur un ton saccadé. Miss Marple l'écouta avec une attention soutenue, et quand le récit fut terminé, son amie s'efforçant de reprendre son souffle, elle intervint avec fermeté. « J'ai l'impression, ma chère, que le mieux serait de vous rendre dans votre chambre, où vous pourrez enfin enlever votre chapeau et faire un brin de toilette. Ensuite, nous souperons, laissant cette affaire totalement de côté. Nous reprendrons votre récit plus tard et nous l'étudierons sous tous ses aspects. »
Mrs. McGillicuddy se déclara d'accord. À table, donc, les dignes dames s'entretinrent des différents aspects de la vie telle qu'elle se déroulait au village de Sainte-Marie-Mead. Entre autres, Miss Marple fit allusion au scandale provoqué récemment par la conduite de la femme du pharmacien, sans oublier de mentionner le conflit qui opposait la maîtresse d'école aux autorités locales. Puis, une grave discussion s'engagea sur les rigueurs de la saison, mais Mrs. McGillicuddy donnait des signes d'impatience. Ce que voyant, son hôtesse l'invita à prendre place devant l'âtre et se dirigea vers un petit buffet d'où elle sortit 2 verres et un flacon finement gravé. « Pas de café pour vous, dit-elle sur un ton sans réplique. Vos nerfs sont à bout et vous ne pourriez pas dormir. Je vous recommande mon vin de Primevère et plus tard vous prendrez une tasse de camomille. » Résignée, Mrs. McGillicuddy n'éleva aucune objection. Après avoir absorbé une gorgée du liquide offert, qui, à la vérité, ne lui parut pas désagréable, elle s'empressa de reprendre la parole. « Jane, vous ne supposez pas, je pense, que j'ai rêvé tout ce drame, ou que je l'ai inventé. »« Certainement pas, » répliqua Miss Marple avec chaleur. Son amie ne put réprimer un profond soupir de satisfaction. « Voilà qui me console de l'attitude du contrôleur. Lui ne m'a pas cru. Très poli, en vérité, mais... » De sa voix douce, Miss Marple l'interrompit. Compte tenu des circonstances, son attitude est explicable. Reconnaissez que cette histoire a dû lui paraître fantastique. D'autant que vous étiez une inconnue pour lui. Déjà, Mrs. McGillicuddy s'agitait. « Extraordinaire aventure, » reprit Miss Marple. « Mais tout est possible sur cette terre. Il me revient qu'un certain jour, alors qu'un train roulait parallèlement à celui dans lequel j'avais pris place, j'ai pu observer tout ce qui se passait dans le compartiment qui me faisait face. Entre autres, une petite fille lança soudainement le petit ours en peluche avec lequel elle jouait à la tête d'un vieux monsieur qui sommeillait. Indigné, celui-ci sursauta, pour la plus grande joie des autres voyageurs. J'avais eu grandement le temps de me rendre compte de leur comportement, et j'aurais pu décrire, sans la moindre erreur, leur figure et leurs vêtements. Au fait, Elspeth, vous m'avez dit que l'étrangleur vous tournait le dos, donc il vous fut impossible d'entrevoir son visage. Tout à fait impossible. Et la victime? Pourriez-vous me la décrire? Était-elle jeune ou âgée? Plutôt jeune. Entre 30 ou 35 ans, oserais-je dire. Impossible de préciser. Jolie? Comment le saurais-je? Ses traits étaient distordus et sa langue... Je comprends parfaitement, interrompit Miss Marple. Et comment était-elle habillée? Elle portait un quelconque manteau de fourrure dont la couleur m'a semblé pâlie par l'usage. Pas de chapeau, des cheveux blonds. Bien que l'agresseur ne vous fît pas face, peut-être vous souvenez-vous d'un détail le concernant? Mrs. McGillicuddy réfléchit longuement avant de répondre. Il était plutôt grand. Des cheveux noirs, je pense. Son épais par-dessus ne me permettait pas de me rendre un compte exact de sa carrure. Elle soupira et ajouta, quelque peu découragée. En somme, ces maigres informations ne facilitent guère les choses. Elles ne sont pas à dédaigner, assura Miss Marple. Nous en saurons davantage demain matin. Demain matin? Oui, j'imagine que les journaux vont se saisir de l'affaire. Après le crime, un problème se sera posé à l'étrangleur. Que faire avec un cadavre dans les bras? Je présume qu'il ne lui restait qu'à sortir rapidement du train au premier arrêt. Au fait, s'agissait-il d'un wagon-couloir? Aucunement. Ce qui prouverait que le train n'effectuait qu'un trajet relativement court. Quoi qu'il en soit, il s'est certainement arrêté à Brackhampton. Disons donc que l'homme est descendu dans cette gare après avoir déposé sa victime dans un angle du compartiment, sans oublier de rabattre le col du manteau de fourrure sur son visage, à seule fin de retarder la découverte du crime. Oui, j'ai l'impression très nette que les choses ont dû se passer ainsi. Donc, tôt ou tard,
On a trouvé le cadavre. J'imagine qu'une femme étranglée dans un train ne laissera pas la presse indifférente. Nous verrons. » Aucune allusion au crime dans les journaux du matin. L'ayant constaté, Miss Marple et Miss McGillicuddy, toutes deux plongées dans un abîme de réflexion, achevèrent leur déjeuner en silence. Une promenade dans le jardin s'ensuivit, mais le charme habituel de cette sortie quotidienne fit place à une certaine gêne. Certes, Miss Marple attira l'attention de son amie sur la beauté des massifs, mais sans grande conviction. Un long silence. Puis, comme mue par un ressort, Mrs. McGillicuddy s'arrêta brusquement et dévisagea Miss Marple. « Alors » dit-elle. Un mot insignifiant, mais le ton sur lequel il avait été prononcé lui donnait tout le poids voulu. Miss Marple ne s'y trompa pas. « Alors, j'ai réfléchi » répondit-elle. Son vis-à-vis eut un léger sursaut. « Je crois, » poursuivit Miss Marple, « que nous pourrions nous rendre au poste de police et parler au sergent Cornish. Il est intelligent, sait écouter avec patience, et nous nous connaissons bien. Tout porte à croire qu'il transmettra en haut lieu ce que nous lui exposerons. » C'est ainsi que, 3/4 d'heure plus tard, les deux dames se présentèrent devant un homme de 30 à 40 ans, dont le visage clair et avenant reflétait une certaine gravité. Il accueillit Miss Marple avec une cordialité empreinte de déférence. « Que puis-je faire pour vous, Miss Marple ?»« Je désirerais que vous écoutiez Mrs. McGillicuddy. » Ce qui fut accepté immédiatement. Le récit terminé, le sergent demeura silencieux pendant quelques instants. S'efforçant de n'en rien laisser paraître, il n'avait cessé d'étudier le comportement de la narratrice, et cet examen prolongé l'impressionna favorablement. Mrs. McGillicuddy n'était pas une femme affligée d'une débordante imagination ou sujette à l'hystérie. D'autre part, Miss Marple croyait à la sincérité de son amie, et il savait à quoi s'en tenir à son sujet. Tout le monde à Sainte-Marie-Med connaissait la vieille demoiselle, indécise et agitée en apparence, mais, en réalité, d'esprit vif et sagace à souhait. Le temps de s'éclaircir la voix, et Cornish s'adressa à Mrs. McGillicuddy. « Naturellement, vous pouvez avoir commis une erreur. Notez bien que je ne dis pas que ce soit le cas. Il s'agit seulement d'une possibilité. Parfois, des voyageurs agités s'ennuient dans un train. Aussi se livrent-ils à quelque fantaisie. Donc, il n'est pas exclu que toute cette affaire se résume à peu de choses. » Supposition qui fit tressaillir Mrs. McGillicuddy. « Je sais ce que j'ai vu » dit-elle avec aigreur. « Et elle ne veut pas en démordre » pensa le sergent. « Je crois même qu'en tout état de cause, il se peut qu'elle ait raison. » Mais, à haute voix, il se montra plus circonspect. « Vous avez averti les employés du chemin de fer, et vous venez de me faire votre rapport. La procédure habituelle a donc été suivie, et vous pouvez compter sur moi. L'enquête qui s'impose aura lieu. » Satisfaite, Miss Marple remercia d'un gracieux signe de tête. Mrs. McGillicuddy, elle, ne partageait pas cet optimisme, mais elle demeura silencieuse. De nouveau, Cornish parla. Cette fois, il s'adressait à Miss Marple, non pas tant parce qu'il avait besoin qu'on lui suggérât des idées, mais plutôt parce qu'il désirait savoir ce qu'elle pensait du tout. Prenant en considération les faits tels qu'ils ont été exposés, qu'est-il advenu du cadavre, selon vous ? « Il semble qu'il n'y ait que 2 possibilités, » répondit-elle sans hésiter. « Naturellement, la première qui vient à l'esprit est que le corps a été laissé dans le compartiment, ce qui paraît improbable, maintenant. Et sinon, on l'aurait sûrement enlevé au terminus ou au cours du nettoyage des wagons. » D'un geste, Cornish approuva. « Dans ces conditions, » reprit Miss Marple, « une seule issue restait à l'étrangleur, pousser sa victime hors du train en marche. Donc, le corps doit se trouver sur la voie, et on ne l'a pas encore découvert. Pour autant que je puisse en juger, il n'y avait aucun autre moyen de disposer du cadavre. » Mrs. McGillicuddy tint à placer son mot. « On parle parfois de cadavres dissimulés dans des malles.
Mais de nos jours, les gens ne se servent que de valises. Et comment cacher un corps humain dans un espace aussi réduit ? Le sergent fut tenté de sourire, mais il était diplomate. « Je suis d'accord avec vous deux, mesdames. Le cadavre, si cadavre il y a, doit être découvert à l'heure présente, ou il le sera très rapidement. De toute manière, je m'empresserai de vous communiquer tout ce que j'apprendrai à ce sujet. Entre-temps, il convient de ne pas écarter une éventualité. Bien qu'attaquée sauvagement, la jeune femme n'est peut-être pas morte. Même, il n'est pas exclu qu'elle ait pu sortir du train. »« Pas sans aide, » fit remarquer Miss Marple. « Et, dans ce cas, l'attention des voyageurs se serait portée non seulement sur son état, mais également sur la personne qui l'assistait, et qui, interrogée, n'aurait pas manqué de répondre qu'elle était malade. »« Parfaitement raisonné, ponctua Corniche. Et si une femme souffrante ou sans connaissance a été trouvée dans un compartiment ou ailleurs, soyez certaine qu'un transfert immédiat à l'hôpital s'en est suivi. Les rapports de police en feront foi. Vous entendrez parler de cette affaire à bref délai. » Mais la journée se passa sans nouvelles, et il en fut de même pour la suivante. Toutefois, tard dans la soirée, Miss Marple reçut un message du sergent Corniche. « Une enquête approfondie a été faite au sujet de l'affaire dont vous m'avez entretenu, mais sans résultat. Aucun cadavre n'a été trouvé. Aucun hôpital n'a admis une femme telle que vous l'avez décrite. Et on n'a relevé aucune trace d'une quelconque personne ayant quitté une gare avec l'assistance d'un tiers. Soyez assurés que toutes les recherches possibles ont été effectuées. Puis-je suggérer que votre amie peut avoir vu une scène dans le genre de celle qu'elle a décrite, mais qu'en fait, les choses étaient moins sérieuses qu'elle ne l'a supposé. Chapitre 3 1. Moins sérieuse ? Quelle plaisanterie ! S'écria Mrs. McGillicuddy, indignée. Il s'agit bel et bien d'un crime. Du regard, la digne dame défiait son amie, par ailleurs impassible. N'hésitez pas, Jane, reprit Mrs. McGillicuddy, décidément de méchante humeur. Dites-moi, vous aussi, que j'ai commis une erreur ou bien que j'ai inventé tout ce drame. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas ? N'importe qui peut commettre une erreur, répondit posément Miss Marple. Oui, n'importe qui, même vous, Elspeth. Mais je suis presque certaine que vous ne vous êtes pas trompée. En revanche, il ne vous reste plus rien à faire. Si son interlocutrice avait été apte à comprendre les inflexions, l'importance donnée au mot « vous » ne lui eût pas échappé. N'avez-vous pas alerté le chef de gare de Brackhampton et donné toutes les explications voulues à la police ? Contre toute attente, Mrs. McGillicuddy se calma. « Dans un sens, je me sens soulagée, dit-elle, car, vous le savez, je pars pour Ceylan immédiatement après les fêtes de Noël et je ne tiens pas à ajourner mon voyage, que j'attends avec impatience. Notez toutefois que je m'y résignerais si mon devoir l'exigeait. J'en suis certaine, Elspeth, mais, je le répète, votre présence serait inutile. En somme, tout dépend de la police. Et s'il plaît à celle-ci d'être stupide, la police n'est pas stupide, ma chère. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui a vraiment eu lieu. » L'étonnement de Mrs. McGillicuddy prouvait amplement qu'elle ne saisissait pas la portée de cette remarque. Incompréhension qui confirma à Miss Marple que si son amie avait d'excellents principes, en revanche, l'imagination lui faisait totalement défaut. « Une femme a bien été étranglée, coupa Miss McGillicuddy, nerveuse de nouveau. « D'accord, mais qui l'a tuée ? Pour quel motif ? Et qu'est-il advenu du cadavre ? » « À votre fameuse police de le rechercher ? » ?»« Exactement. Cependant, elle ne l'a pas encore trouvé. Déduction : l'assassin a fait preuve d'adresse, de beaucoup d'adresse. En somme, un homme a tué dans un accès de fureur, sans préméditation, est-il permis de préciser, car il n'est guère probable qu'il ait délibérément choisi de commettre son crime quelques minutes avant une entrée en gare. Donc, une scène de jalousie a dû se dérouler,
et c'est à son point culminant que le forfait a été commis. » Et Miss Marple sombra dans ses pensées, si profondément que Mrs. McGillicuddy l'interpella à 2 reprises sans obtenir de réponse. « Vous êtes devenue sourde, Jane ?» s'écria-t-elle. « Peut-être. Il me semble que les gens n'articulent plus aussi clairement qu'autrefois. Cependant, il serait inexact d'en déduire que je n'ai pas entendu votre voix. Je n'écoutais pas, voilà tout. » Quelque peu vexée, son amie reprit la parole. « J'ai simplement fait allusion au train pour Londres. Arriverai-je assez tôt dans la capitale si je pars dans le courant de l'après-midi? Je dois prendre le thé avec ma cousine. » « Peut-être le train de 12h15 vous conviendrait-il? Nous aurions ainsi le temps de déjeuner ensemble. De bonne heure, s'entend. » « Évidemment, mais... » Prévenant une objection, Miss Marple reprit aussitôt. « Et je me demande si votre cousine serait vraiment déçue si vous n'arriviez pas à temps pour le thé. » Mrs. McGillicuddy se prit à regarder son amie avec quelque inquiétude. « Qu'avez-vous en tête, Jane ? » « Puis-je suggérer de nous rendre ensemble à Londres ? Ensuite, nous ferions le trajet en sens contraire jusqu'à Brackhampton, et dans le train que vous avez pris pour venir me voir. Il ne vous resterait qu'à regagner la capitale, tandis que je reviendrai seule chez moi. Oh, dois-je ajouter que je payerai les billets ? » Miss Marple appuya sur ce détail avec fermeté. Ne connaissait-elle pas son amie, qui ne parut pas s'émouvoir de cette précision ? Toutefois, la proposition d'un double voyage étonnait Mrs. McGillicuddy. « Qu'espérez-vous donc ? » demanda-t-elle. « Un autre assassinat ?»« Certainement pas, » répondit l'interpellée, plutôt choquée. « Mais j'avoue que je désirerais me rendre compte personnellement, et selon vos propres indications, Voyons, comment dit-on exactement ? Ah, je me souviens, me rendre compte du cadre du crime. » Et, le jour suivant, dès leur arrivée à la gare de Londres-Paddington, les 2 amies s'empressèrent de prendre place dans le fameux 16h50. Seules dans leur compartiment de première, et se faisant face, elles occupaient 2 coins. Cette fois, aucun train ne roula parallèlement au leur. À plusieurs reprises, des rapides en direction de Londres surgirent et disparurent en trombes. Chaque fois, Mrs. McGillicuddy, qui ne cessait de consulter sa montre, sursautait. Le temps passait, et elle se décida à répondre aux regards interrogateurs de son vis-à-vis. « Il m'est difficile de vous dire avec certitude l'heure à laquelle nous sommes passés devant une gare qu'il me faut d'abord reconnaître. »« Nous serons à Brackhampton dans 5 minutes, » fit remarquer Miss Marple. À ce moment, un contrôleur surgit dans le compartiment. Miss Marple jeta un coup d'œil sur son amie, mais celle-ci lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas de celui à qui elle avait parlé immédiatement après le crime. Après avoir poinçonné les billets, l'homme s'éloigna, chancelant quelque peu, alors que le train s'engageait dans une courbe. « Voici Brackhampton, » dit Miss Marple, quelques instants plus tard. De fait, le train réduisait sa vitesse au croisement des voies. Maussade, Mrs. McGillicuddy crut devoir résumer ses impressions. « Je ne saurais dire que ce double voyage ait été d'une quelconque utilité. Vous a-t-il suggéré quelque chose, Jane ? » « Je crains que non, » répondit Miss Marple d'une voix incertaine. « Un regrettable gaspillage d'argent, » ponctua Mrs. McGillicuddy. Peut-être eût-elle insisté sur ce point si Miss Marple n'avait pas formellement refusé le partage des frais. Et ce fut l'entrée habituelle dans une grande gare, portes ouvertes ou claquées, voyageurs se bousculant sur les quais. Spectacle dont Miss Marple tira une première conclusion. Il devait être facile, pour un homme seul, de se mêler à la foule et, profitant des remous incessants, de sortir discrètement de la gare, même de monter dans un autre wagon du train qu'il venait de quitter. Oui, tout cela était faisable. En revanche, comment faire disparaître un cadavre, dans les airs, pour ainsi dire ? Deuxième conclusion. N'ayant pas été retrouvé dans le compartiment du crime, le dit cadavre devait être dans un endroit auquel personne n'avait encore pensé. Descendue sur le quai pour reprendre son train en direction de Londres, Mrs. McGillicuddy prit congé de son amie.
« Écrivez-moi, Jane, dit-elle, mais n'oubliez pas, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, que vous n'êtes plus tellement jeune. » Tandis qu'elle s'éloignait, Miss Marple jeta un dernier regard sur son imposante stature. Elspeth partirait pour Ceylan avec une conscience au repos, pensait-elle. Elle avait fait tout son devoir et se sentait libre de toute obligation. Après le départ de son propre train, Miss Marple ne s'accorda aucune détente. Assise dans un coin, tête droite, elle donna libre cours à ses méditations. Elle se trouvait face à un problème qu'elle entendait résoudre, définir la ligne de conduite qu'elle devait suivre. Étrangement peut-être, elle avait l'impression, semblable en cela à son amie, que ce problème se posait sous l'angle d'un devoir à remplir. Certes, Mrs. McGillicuddy pensait qu'elles avaient toutes deux fait l'impossible, ce qui était vrai pour sa visiteuse. Mais, à la réflexion, Miss Marple n'aurait pu l'affirmer pour elle-même. Doute qui l'amena à songer que, dans ce genre d'affaires, la réussite était, en somme, une question de doigté, voire de don personnel. Mais, de sa part, une telle déduction ne trahissait-elle pas quelque vanité? Peut-être, et tout compte fait, quelle décision prendre? Un moment, elle retint l'avertissement que lui avait donné Mrs. McGillicuddy. « Vous n'êtes plus tellement jeune. » Mais son hésitation fut de courte durée. Déjà, tel un général élaborant un plan de campagne ou un comptable calculant les bénéfices d'une maison de commerce, elle dressait une liste des arguments pour ou contre la poursuite de ses recherches. Au crédit, elle nota 1. Ma longue expérience de la vie et des humains. 2. L'amitié que me témoigne Sir Henry Cliffering. Son filleul est, je crois, à Scotland Yard. 3. David, le deuxième fils de mon neveu Raymond West, appartient, j'en suis presque certaine, à l'administration des chemins de fer. 4. Léonard, le fils de mon amie Griselda, la femme du pasteur, collectionne toutes les cartes routières ou autres. Miss Marple s'attardait sur ces arguments favorables, ne fût-ce que pour atténuer les points faibles de son examen. Et à propos de faiblesse, elle ne devait pas oublier celle de son état physique. Je ne suis plus à l'époque où je pouvais me rendre çà et là, partout, en somme, pour faire les enquêtes nécessaires et percer un mystère, pensait-elle. Bien que, compte tenu des années, sa santé fût relativement satisfaisante, Miss Marple était bel et bien vieille. Et le docteur Haydock, ayant jugé nécessaire de lui interdire de jardiner, comment espérer que le praticien lui permettrait de se lancer à la poursuite d'un assassin? Car c'était exactement cela qu'elle envisageait. Trancherait-elle le nœud gordien? Il lui fallait prendre elle-même toutes ses responsabilités. Elle-même, se répétait-elle. Autrefois, la recherche de l'auteur d'un crime lui avait été imposée par les événements, alors que, dans le cas présent, la décision devait être prise par elle seule. À ce stade de ses réflexions, Miss Marple n'était plus convaincue qu'elle voulait vivre une nouvelle aventure. Après une journée exténuante, elle éprouvait une grande répugnance à mettre au point un quelconque projet. Son seul désir était de rentrer chez elle au plus vite, de s'asseoir auprès du feu et, après un léger souper, de se coucher. Le lendemain, elle flânerait gentiment dans son jardin, évitant, bien entendu, de se fatiguer. Résignée, Miss Marple se rapprocha de la fenêtre de son compartiment au moment précis où la courbe d'un remblai s'offrait à sa vue. Une courbe. Lentement, quelque chose lui revint à l'esprit. Un petit fait, immédiatement après le poinçonnage des billets par le contrôleur et avant l'arrivée du train à Brackhampton. Voilà qui lui suggérait une idée. Simplement une idée, mais totalement différente de... Le visage de Miss Marple se teinta d'un rose léger, et, soudain, la vieille demoiselle ne ressentit plus aucune fatigue. « J'écrirai dès demain à David », se dit-elle. Et, aussitôt, la vision d'un autre atout d'importance jaillit dans son cerveau. « Que n'ai-je pensé plus tôt à ma fidèle Florence ?» 2. Sans hésiter, Miss Marple étudia de nouveau son plan d'action avec tout le soin voulu,
et tenant compte des vacances de Noël qui constituaient ce qu'elle appelait un facteur de retardement. Du moins, profita-t-elle de l'envoi des vœux habituels pour demander à son petit-neveu, David West, de lui donner certains renseignements de toute urgence. D'autre part, le traditionnel dîner que le pasteur offrait, à la cure même, lui permit d'engager une conversation appropriée avec Léonard, venu passer les fêtes chez son père. Ce jeune homme se passionnait, on le sait, pour les cartes routières, et il était inévitable que Miss Marple cherchât à en tirer profit. Ne désirait-elle pas étudier celle qui, grâce à sa grande échelle, lui permettrait de se familiariser avec les environs ? Léonard ne chercha pas à deviner les mobiles secrets de sa vieille amie, mais il s'empressa de lui donner satisfaction, sous la promesse que la carte ainsi prêtée lui serait rendue dès que possible. En temps voulu, Miss Marple reçut une lettre de Daniel West. « Chère tante Jane, qu'allez-vous entreprendre ? Quoi qu'il en soit, voici ma réponse. 2 trains seulement sont susceptibles de vous intéresser, celui de 16h33 et celui de 17h. Le premier est un omnibus. Le second n'est autre que le rapide gallois. Souvent, l'omnibus devance votre 16h50 à l'arrivée à Brackhampton. Quant au rapide, il le double certainement avant la même ville. Dois-je conclure à un scandale de village assez corsé ? Au cours d'un voyage, auriez-vous aperçu, par hasard, la femme du maire dans les bras de l'inspecteur de la voirie ? Un petit week-end sentimental, en somme. Merci pour le pullover. Exactement ce que je désirais. Votre neveu affectionné, David. Miss Marple esquissa un sourire avant d'étudier les renseignements ainsi donnés. Mrs. McGillicuddy avait été formelle. Pas de wagon couloir dans le train du crime. Donc, il ne s'agissait pas du rapide gallois. Restait l'omnibus de 16h33. Aucun doute, un nouveau déplacement s'imposait. En conséquence, le jour suivant, Miss Marple repartit pour Londres. Pour le retour, elle choisit, naturellement, le 16h33, le train du crime. Peu de monde. La vieille demoiselle était seule dans son compartiment. Trajet sans incident. Aux arrêts, quelques déplacements de voyageurs, sans plus. Avant d'atteindre Brackhampton, le train s'engagea dans la courbe déjà repérée. Miss Marple s'empressa de se lever et, à titre d'expérience, elle resta debout, le dos tourné à la fenêtre dont elle avait baissé le store. Elle put ainsi constater que le balancement provoqué par la courbe et les ralentissements successifs de vitesse étaient susceptibles de faire perdre l'équilibre à une personne non assise et même de la projeter vers la fenêtre, déplaçant ainsi le store. Miss Marple regarda au dehors, mais la tombée du jour ne facilitait guère un examen approfondi. La ténacité n'était pas la moindre qualité de la vieille demoiselle. Aussi, le lendemain matin, choisit-elle le premier train en partance. Elle profiterait de son court séjour à Londres pour faire quelques achats. Ne lui fallait-il pas une excuse ? Ses emplettes terminées, Miss Marple revint à la gare de Paddington et monta dans le train de 12h10. Environ un quart d'heure avant l'arrivée à Brackhampton, Miss Marple se saisit de la carte prêtée par Léonard et observa attentivement le paysage. Cette carte, elle l'avait étudiée dans ses moindres détails. Aussi lui fut-il facile d'identifier l'endroit où se trouvait exactement le train quand il s'engagea dans la courbe. Une longue courbe, en vérité. Le nez collé à la fenêtre, Miss Marple regardait attentivement le terrain situé en contrebas. Le train roulait sur un remblai assez haut. Puis son attention se porta sur les alentours. Déjà, la gare de Brackhampton se profilait. Le soir même, Miss Marple adressa une lettre à Florence Hill, 4, Madison Road, Brackhampton. Le matin suivant, s'étant rendue à la bibliothèque municipale, elle étudia longuement l'annuaire de la ville et le dictionnaire géographique du comté, sans oublier un livre d'histoire locale. Jusqu'à ce moment, rien n'avait troublé l'idée, encore floue, qui occupait son esprit. Donc, ce qu'elle avait entrevu demeurait possible, et elle se devait de pousser les choses plus loin. Mais la deuxième phase de son action exigeait des efforts.
cette sorte d'effort que, physiquement, elle était incapable de faire. En conséquence, pour prouver le bien-fondé de sa théorie, ou la voir s'effondrer, selon le cas, il lui fallait obtenir le concours d'un tiers. Miss Marple songea à plusieurs personnes, mais, hélas, sans résultat. Ou elle ne possédait aucune des qualités requises, ou celle dont l'intelligence eût pu être mise à profit était trop occupée pour se lancer dans des recherches problématiques. Perplexe, la vieille demoiselle désespérait déjà, quand son visage s'éclaircit soudainement et un nom lui échappa. Lucy Hayles Barrow. Chapitre 4 1. Le nom de Lucy Hayles Barrow, elle avait 32 ans, faisait déjà écho dans certains milieux. De brillants succès obtenus à Oxford, section mathématiques, lui auraient permis un avancement rapide dans l'enseignement, mais aux capacités intellectuelles de cette jeune femme s'ajoutait une large dose de bon sens qui lui fit rapidement comprendre que le professorat était une carrière plus qu'ingrate. Par surcroît, la fréquentation des universitaires l'horripilait. Un irrésistible penchant la portait à préférer ces personnes mêmes dont le niveau de culture était inférieur au sien. Et elles étaient nombreuses, sans pour autant s'attarder auprès de l'une ou de l'autre. Lucy Hayles Barrow aimait le changement. Enfin, l'argent ne la laissait pas indifférente, et elle l'admettait sans réticence. Chacun sait que, pour satisfaire ce besoin, il importe de trouver une branche d'activité qui ne soit pas encombrée. Lucy n'y faillit pas. Les travaux domestiques n'étaient-ils pas dédaignés par ceux-là même qui étaient qualifiés pour les superviser? À la stupéfaction de son entourage, la diplômée d'Oxford s'engagea dans cette voie. Son succès fut immédiat et durable, à un tel point qu'il n'était pas rare d'entendre des maîtresses de maison dire à leur mari « Cette fois, je vous accompagne aux États-Unis. Ne me suis-je pas assuré les services de Lucy Hayles Barrow ?» Et elle n'exagérait nullement. Cette parfaite gouvernante s'occupait de tout et voyait tout. Sa compétence s'étendait aux personnes âgées, aux malades, aux enfants. Elle savait agir avec tout le tact voulu à l'égard des personnes dont on dit qu'elles sont impossibles, même des fervents de la dive bouteille. Enfin, sa patience avec les animaux les plus rétifs était sans borne. Une perle. Les sollicitations devinrent si nombreuses que Lucy se décida à n'accorder son concours qu'aux familles dont le comportement répondait exactement à ses goûts tout personnels. C'est dans cet état d'esprit que la jeune femme reçut la lettre de Miss Marple. Elle avait fait la connaissance de celle-ci 2 ans auparavant, alors que Raymond West, dont il a été déjà question, eut la possibilité de l'envoyer auprès de la vieille demoiselle qui relevait d'une pneumonie. Écartant ce souvenir, Lucy Hayles Barrow lut et relut le message dans lequel Miss Marple lui demandait si elle accepterait de se charger d'une mission. Mission sortant de l'ordinaire, était-il précisé, et de lui fixer un rendez-vous à seule fin de discuter. La jeune femme restait perplexe. N'avait-elle pas déjà de nombreux engagements? Toutefois, l'expression « sortant de l'ordinaire » retint son attention, et la vive sympathie qu'elle éprouvait pour sa correspondante l'emporta sur toute autre considération. Aussi téléphona-t-elle sur-le-champ à Miss Marple pour l'informer qu'elle pourrait la rencontrer dès le lendemain à Londres et à son propre club. Suggestion qui fut acceptée avec empressement. En conséquence, un entretien se déroula à l'endroit convenu. Le calme qui y régnait assurait une parfaite discrétion. Après les compliments d'usage, Lucy entra dans le vif du sujet. « Je crains que mon temps ne soit pris pour plusieurs mois. Mais il conviendrait peut-être de me préciser la tâche que vous désirez me confier. »« Une tâche très simple, en vérité, » répondit Miss Marple sans s'émouvoir. « Très simple, mais inattendue. Je voudrais que vous trouviez un cadavre. » Lucy ne scia pas, mais un doute effleura son esprit. La vieille demoiselle jouissait-elle de toutes ses facultés? Fâcheuse impression qui se dissipa aussitôt. Miss Marple avait la réputation d'être parfaitement équilibrée. En conséquence,
Elle devait avoir pleine conscience de ses paroles. « Quel cadavre ?» s'enquit donc Lucie sans s'émouvoir. « Celle d'une femme qui a été assassinée. Étranglée, pour être précise, dans un train, » repartit non moins posément Miss Marple. « Voilà qui est inattendu. Voulez-vous me donner quelques détails ?» À la fin du récit, écouté avec la plus grande attention, Lucie se permit une remarque. « Tout dépend de ce que Mrs. McGillicuddy a vu ou cru voir. » Ce qui équivaut à poser une question. Miss Marple n'hésita pas. Elspeth n'a pas pour habitude d'imaginer quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle je me fie à son témoignage. Comprenez-moi bien. Mon amie appartient à ce genre de femme qui éprouve la plus grande difficulté à se persuader qu'un fait extraordinaire, voire un incident sortant quelque peu de la routine, puisse survenir. Réfractaire à l'autosuggestion, elle fait penser à un bloc de granit. « Je comprends, » dit Lucie. « Mais pourquoi vous adresser à moi ?»« Vous m'avez fait une forte impression pendant votre séjour chez moi, » repartit gentiment Miss Marple. « Et, voyez-vous, je n'ai plus la force physique de me déplacer souvent. »« En conséquence, » ponctua Lucie, « vous désirez que j'entreprenne des recherches. Mais la police n'a-t-elle pas déjà fait le nécessaire ? Ou pensez-vous qu'elle n'a pas pris l'affaire au sérieux ? Oh, nullement. Il s'agit simplement d'une théorie toute personnelle touchant à la disparition du cadavre. Le fait est qu'il doit se trouver quelque part. Aucun indice n'ayant été relevé dans le train, quelqu'un l'a certainement poussé au dehors et cependant personne ne l'a encore aperçu sur la voie. C'est pourquoi j'ai entrepris le voyage dans les deux sens, à seule fin de me rendre compte s'il avait été possible de faire basculer un corps dans un endroit difficilement repérable à première vue. Et il y en a un. Avant l'arrivée à Brackhampton, la voie suit une longue courbe qui oblige les convois à s'engager sur un remblai assez élevé. Vous devinez qu'un corps projeté d'un train légèrement incliné tomberait inévitablement au bas du dit remblai. D'accord. Toutefois, si les choses s'étaient passées ainsi, on eût dû le retrouver aisément. Je n'en disconviens pas, à une condition toutefois. Laquelle ? Qu'il fût laissé sur place. Or, on l'a sûrement enlevé. Nous parlerons de cela plus tard. Pour le moment, regardez plutôt sur cette carte où se trouve l'endroit auquel je viens de faire allusion. Lucie se pencha tandis que, pointant un doigt, Miss Marple expliquait. Il est situé en bordure du parc indiqué ici, presque à la lisière de Brackhampton. La propriété qui se trouve au milieu de ce parc s'appelle Rutherford Hall. Elle a été construite en 1884 par un riche industriel appelé Josiah Crackenthorpe. Et, à cette époque, elle était pratiquement isolée. Maintenant, des immeubles de rapport et des pavillons l'entourent pratiquement, sans oublier la voie ferrée. L'héritier de l'industriel, Luther, l'habite avec sa fille, m'a-t-on dit. Et qu'attendez-vous de moi ? La réponse fut immédiate. Je désire que vous obteniez un emploi à Rutherford Hall. Ce qui semble facile, à en juger par les annonces parues dans le journal local et qui ne m'ont nullement étonné. Les gens ne cessent de se plaindre de la difficulté qu'ils éprouvent à se faire aider chez eux. D'accord sur ce point, ponctua Lucie. Miss Marple tout sauta avant de reprendre la parole. Je crois savoir que M. Luther Crackenthorpe est quelque peu avare. C'est pourquoi, s'il vous offre un salaire minime, je suis prête à le compléter, c'est-à-dire à vous assurer une somme qui, je pense, dépasserait la norme. En raison des difficultés que présenterait ma mission, je suppose. Le mot « danger » serait plus approprié, car il peut y en avoir. Il convient de ne pas l'ignorer. Je n'ai pas l'impression, répondit Lucie, devenue pensive, que l'idée du danger puisse m'influencer. Exactement ce que je pensais. Vous n'êtes pas de ces personnes qui la prennent en considération. Ce qui signifie que, dans votre esprit,
le risque devrait m'attirer. La vérité est que je n'ai guère connu le danger jusqu'à présent, mais pensez-vous vraiment que, dans ce cas particulier, il y en ait ? Réfléchissez. Quelqu'un a commis un crime très réussi. Ni accroc, ni soupçon valable. Deux dames âgées ont raconté une histoire plutôt invraisemblable à la police, et l'enquête de celle-ci n'ayant pas abouti, l'affaire a été classée. Dans ces conditions, je n'ai pas l'impression que le coupable tienne particulièrement à son exhumation, encore moins à la réussite de vos propres recherches. De toute évidence. Et à quoi devrais-je m'employer en premier lieu ? À trouver des indices à proximité du remblai qui, vous le savez, longe le parc. Un morceau d'étoffe ou un objet quelconque, que sais-je. Sans oublier de vérifier l'état des buissons. Et que ferais-je si je découvre quoi que ce soit ? Je vais m'installer à proximité. Mon ancienne bonne, Florence, s'est retirée à Brackhampton, où elle tient une pension de famille fort bien cotée. Je me suis fait réserver un petit appartement où je serai soignée comme chez moi. Pour votre part, il serait bon de mentionner que votre vieille tante demeure dans les environs et que vous tenez à avoir un emploi non loin d'elle, sans oublier de vous assurer les moments de liberté qui vous permettront de lui rendre visite. Lucy n'hésita pas. Je devais partir en voyage après-demain, mais cela peut attendre. Toutefois, je n'aurai que 3 semaines disponibles. Voilà qui suffira amplement, assura Miss Marple. Si nous ne trouvons rien au cours de ce délai, j'abandonnerai. Autant courir après un merle blanc. Après le départ de Miss Marple, Lucy réfléchit pendant quelques minutes, puis elle téléphona au bureau de placement de Brackhampton pour informer la directrice, une amie précisément, qu'elle désirait obtenir un emploi à proximité de cette ville, à seule fin de ne pas s'éloigner d'une parente âgée. Plusieurs offres lui furent transmises. Elle les déclina adroitement, jusqu'au moment où sa correspondante fit allusion à Rutherford Hall. « Voilà qui me convient parfaitement, » dit alors Lucy avec décision. Le bureau se mit en rapport avec Miss Crackenthorpe et 2 jours plus tard, Lucy quittait Londres à destination de sa nouvelle résidence. 2. Conduisant sa petite auto, Lucy Hayles Barrow franchit 2 grandes grilles de fer d'aspect imposant. Sur un côté se trouvait ce qui avait dû être le minuscule pavillon réservé aux concierges. Il tombait en ruine. Dommage de guerre ou négligence. Une allée sinueuse, bordée d'épais massifs dont le désordre faisait ressortir la monotonie, aboutissait devant le perron du bâtiment principal, sorte de château de Windsor en miniature. La visiteuse faillit perdre la respiration à la vue de l'escalier de pierre en piteux état et de l'herbe qui envahissait les alentours. Remise de cette courte émotion, Lucy tira sur la chaîne rouillée qui mit en branle une vieille cloche dont l'écho résonna lugubrement à l'intérieur de la vaste demeure. Quelques instants s'écoulèrent avant qu'une femme d'aspect souillon ouvrît lentement la porte. Tout en s'essuyant les mains sur un tablier douteux, elle dévisagea Lucy avec insistance. « Êtes-vous la personne attendue ? La demoiselle au nom impossible à prononcer ?» demanda-t-elle d'un ton rogue. « Sans aucun doute, » répliqua l'interpellée sans sourciller. La domestique haussa les épaules et fit signe à Lucy de la suivre dans le hall où régnait un froid intense, et à l'extrémité duquel elle ouvrit une porte d'un geste sec. À sa grande surprise, Lucy pénétra dans un salon d'aspect plaisant. D'abord, une bibliothèque remplie de livres aux luxueuses reliures retenait le regard. « Je vais prévenir mademoiselle, » dit la femme de charge toujours revêche. Elle sortit après avoir fait claquer la porte. Quelques instants s'écoulèrent, puis celle-ci s'ouvrit de nouveau et, dès le premier coup d'œil, Lucy comprit qu'Emma Crackenthorpe lui plairait. La fille du propriétaire de Rutherford Hall était une femme entre 2 âges, ni belle ni dépourvue d'attrait, avec ses cheveux noirs rejetés en arrière, ses yeux couleur noisette au regard franc.
Une jupe en tweed et un pullover assorti dénotaient un certain goût. La voix ne manquait pas de charme. « Miss Ailes Barrow » s'enquit-elle en tendant une main. Cependant, Emma Krakenthorpe semblait soucieuse. « Je me demande si l'emploi que je peux vous offrir vous conviendra. À vrai dire, je n'ai pas besoin d'une gouvernante chargée de superviser. Il me faut une personne qui fasse réellement le travail. » Sans hésitation, Lucie répondit que ce souci était exactement celui de la plupart des employeurs, mais son interlocutrice avait encore des scrupules. « Beaucoup de gens pensent qu'un simple époussetage suffit, mais j'effectue moi-même ce léger travail. »« Je comprends parfaitement. Vous désirez que je me charge de la cuisine et de la lessive, exactement ce que je suis capable de faire. Notre maison est grande, et, je le crains, la disposition des pièces ne facilite pas la tâche. Toutefois, nous n'en occupons qu'une partie, mon père et moi. Il me faut ajouter que papa est presque un invalide. J'ai plusieurs frères, mais on ne les voit pas souvent. Oh, j'allais oublier, 2 femmes de ménage sont attachées à notre service. L'une, Mrs. Kidder, vient le matin. L'autre, Mrs. Hart, est chargée du nettoyage des cuivres ou d'autres besognes, ce qui l'emploie 3 après-midi par semaine. Au fait, je crois comprendre que vous avez une voiture. Oui, mais elle peut rester en plein air, s'il n'y a aucun endroit pour la garer. Elle en a l'habitude. Il n'en est pas question. Nous avons de nombreuses écuries inoccupées. Aucun ennui à ce sujet, donc. Miss Krakenthorpe réfléchit un instant avant de poser une nouvelle question. Votre nom est peu répandu. Or, des amis à moi, les Kennedy, m'ont parlé d'une Lucy Ailes Barrow. Serait-ce, précisément, j'étais chez eux quand Mrs. Kennedy a eu un bébé. Un large sourire éclaira le visage d'Emma. Et elle m'a dit que la famille n'avait jamais été aussi heureuse. Cependant, je craignais que votre salaire ne fût trop élevé. La somme que j'ai mentionnée à l'agence est parfaitement suffisante. Voyez-vous, je désirais être près de Brackhampton, où demeure une tante âgée dont la santé laisse à désirer. La question de salaire est donc secondaire. Toutefois, je ne puis me permettre de rester sans emploi. À propos, pourrais-je disposer de quelques moments de liberté ? Sans aucun doute. Chaque après-midi jusqu'à 18h, si cela vous convient. Voilà qui me semble parfait. De nouveau, Miss Krakenthorpe eut un moment d'hésitation, puis, après avoir tout sauté, elle reprit la parole. Je vous ai déjà dit que mon père n'était pas en bonne santé, mais il me faut préciser que son caractère laisse à désirer. Entre autres travers, il est très porté sur l'économie et, parfois, il tient des propos qui sont loin d'être plaisants. Je ne voudrais pas que... N'ayez aucune inquiétude, coupa Lucie. J'ai l'habitude des vieillards et je parviens toujours à m'entendre avec eux. Miss Krakenthorpe sembla rassurée. Pour sa part, Lucie avait l'impression que le père et la fille n'étaient pas toujours d'accord. L'homme doit être un vieux cosaque, pensait-elle. Quoi qu'il en fût, la maîtresse de maison la conduisit dans la chambre qui lui était réservée. Spacieuse, mais lugubre. Un petit radiateur électrique était supposé la chauffer, mais la nouvelle locataire n'eut pas le temps de s'en assurer, car Emma s'empressa de lui faire visiter la maison, décidément aussi vaste que peu accueillante. Alors qu'elle passait devant une porte, une voix rugit. « Est-ce vous, Emma ? La fille est-elle arrivée ? Amenez-la-moi, je veux voir de quoi elle a l'air. » Confuse, Miss Krakenthorpe regarda anxieusement Lucie, mais celle-ci la rassura du regard, et toutes deux pénétrèrent dans une grande chambre aux murs tapissés d'un velours grenat. Des fenêtres étroites ne laissaient filtrer qu'une faible lumière. Toutefois, on pouvait se rendre compte que la pièce était encombrée de meubles en acajou dont le style faisait fureur au temps de la reine Victoria. Le vieux Krakenthorpe était étendu sur une chaise longue et une canne à pommeau d'argent se trouvait à portée de l'une de ses mains. De haute taille, le maître de Rutherford Hall était plutôt rébarbatif. Des bajoux et un menton en bataille évoquaient assez bien la tête d'un bulldog. Sa chevelure noire et épaisse était parsemée de gris. La méfiance se lisait dans ses yeux, très petits et clignotants.
Laissez-moi jeter un coup d'œil sur vous, dit-il brusquement à Lucie, qui, souriant légèrement, s'avança vers lui. Mais le vieillard ignora ses bonnes dispositions. Il y a une chose qu'il vous faut savoir immédiatement. Le fait de demeurer dans une grande maison ne signifie pas qu'on ait de la fortune. Nous ne sommes pas riches. Donc, nous vivons simplement, très simplement. En toutes occasions, le cabillaud est aussi bon que le turbo. Ne l'oubliez jamais, car je ne tolère aucun gaspillage. Si je vis ici, c'est parce que mon père a fait construire cette maison, et je m'y plais. Après ma mort, on pourra la vendre, et je sais qu'on le fera. Aucun sens de la famille maintenant. Et on oubliera que le parc nous défend contre le monde extérieur. Évidemment, si tout était liquidé pour bâtir des immeubles, une somme formidable serait encaissée. Mais cela n'arrivera pas de mon vivant. Il faudra attendre que je sorte les pieds devant. Son regard s'attarda sur Lucie, qu'il avait écoutée avec attention. En somme, cette maison est votre château, dit-elle simplement. Vous vous moquez de moi. Nullement. Je pense qu'il est réconfortant d'avoir une véritable propriété de campagne entourée par la ville. Exact. Quand le vent souffle dans une certaine direction, on entend vaguement le trafic de Brackhampton, mais à part cela, nous sommes bien à la campagne. Sans transition, il ajouta, s'adressant à sa fille. Téléphonez à cet idiot de docteur. Sa dernière drogue ne vaut rien. Et comme les deux femmes se retiraient, il hurla presque. Interdisez à la damnée femme qui se plaît à aspirer la poussière de pénétrer dans cette chambre. Elle a bousculé tous mes livres. Dans le corridor, Lucie demanda « Votre père est-il malade depuis longtemps ?» Emma répondit évasivement « Oh, depuis des années. À propos, voici la cuisine. » Une pièce tout simplement énorme. Un vaste fourneau, froid et mal entretenu, attira l'attention de Lucie qui, après avoir jeté un coup d'œil dans le garde-manger, s'enquit de l'heure des repas. Sans commentaire, elle conclut. « Je sais tout maintenant. Laissez-moi faire. Et surtout, ne vous tourmentez pas. » Quand elle se retira dans sa chambre, tôt dans la soirée, Emma Crackenthorpe laissa échapper un profond soupir de satisfaction. « Les Kennedy avaient raison, » se dit-elle. « Cette femme est prodigieuse. » Le lendemain matin, Lucie se leva à 6 heures et après avoir pourvu au rangement qui s'imposait, elle servit le breakfast. Puis, Mrs. Kidder l'aida à faire les lits et, un peu plus tard, elles s'assirent toutes deux dans la cuisine devant 2 tasses de thé et une légère collation. Ravie de constater que la nouvelle venue ne se donnait pas de l'importance et appréciant la saveur du thé que Lucie avait tenu à préparer elle-même, la femme de ménage se laissa aller à bavarder. Petite et sèche d'apparence, elle avait le regard vif et des lèvres serrées. « Crackenthorpe, un vrai grippe-sou, voilà ce qu'il est. Et il en fait voir à sa fille. Entre nous, elle sait se défendre quand il le faut. Ainsi, quand ces messieurs viennent, elle entend que les repas soient décents. » « Ces messieurs ? » ?»« Oui, la famille est encore nombreuse, bien que l'aîné, M. Edmund, ait été tué pendant la guerre. Le deuxième fils, M. Cédric, encore célibataire, vit quelque part à l'étranger. Il peint des tableaux, paraît-il. Puis il y a M. Harold, qui a un bureau d'affaires à Londres. Il demeure dans la capitale et a épousé la fille d'un comte. Vient ensuite M. Alfred, la brebis galeuse de la famille. Il a eu de gros ennuis à 2 reprises. J'allais oublier M. Bryan, le mari de Miss Edith. Oui, la sœur de Miss Emma. La pauvre est morte. Voici déjà quelques années. Mais le veuf fait toujours partie de la famille. Enfin, nous avons le jeune Alexander, le fils de Miss Edith. Il est en pension et passe une partie de ses vacances ici. Miss Emma en raffole. Tout en s'assimilant ces détails, Lucie ne cessait de servir son informatrice jusqu'au moment où celle-ci se décida à repousser sa tasse. « Un vrai régal, ce matin », voulut-elle bien admettre, quelque peu surprise de la sollicitude de Lucie. « Voulez-vous que je vous aide à éplucher les pommes de terre ? » « C'est déjà fait. » «
Eh bien, vous savez expédier le travail. Dans ces conditions, pourquoi ne pas m'en aller ?» Et la femme de ménage prit congé, sans demander son reste. Lucie esquissa un sourire, tout en débarrassant la table. Le lunch servi et la vaisselle faite, il était 14 heures, l'heure de la liberté, selon les directives de Miss Crackenthorpe. En premier lieu, la jeune femme entreprit l'inspection des jardins proprement dit, ce qui ne risquait guère d'éveiller l'attention d'un quelconque curieux. De fait, le potager n'existait qu'à l'état d'esquisse, les serres étaient en ruine, les allées envahies par les broussailles. Seule, une plate-bande, près de la maison, donnait l'impression d'être entretenue. Sans doute Emma Crackenthorpe s'en occupait-elle de temps à autre. À un tournant se profilait la silhouette du jardinier, un homme très âgé et un peu sourd, qui faisait mine de s'affairer, non loin de la maisonnette qui lui servait de demeure, à proximité de la cour des écuries. De là, une allée traversait le parc avant d'aboutir à la voûte du chemin de fer, direction que prit Lucie. À plusieurs reprises, elle regarda plusieurs convois ralentir avant d'aborder la courbe signalée par Miss Marple et qui longeait une partie de la propriété des Crackenthorpe. Puis, la promeneuse passa sous la voûte et s'engagea sur un chemin vicinal. D'un côté se trouvait le remblai de la voie ferrée. De l'autre se dressait un mur assez haut entourant une fabrique. Lucie suivit le chemin jusqu'à son débouché dans une petite rue bordée de modestes pavillons. Déjà, elle pouvait entendre le bruit du trafic d'une grande route située à proximité, quand un enfant apparut sur le seuil d'une porte. La jeune femme n'hésita pas à l'interpeller. « Savez-vous où je peux trouver une cabine téléphonique aux alentours ?»« Vous avez un bureau de poste au coin de la rue, là-bas. » À la vérité, ce n'était qu'une petite recette auxiliaire installée dans une boutique, mais avec une cabine dans un angle. Ayant obtenu le numéro de Miss Marple, Lucie eut un léger sursaut. En guise de réponse, une voix aboya. « Miss Marple se repose, et à son âge, elle ne doit pas être dérangée. Donnez-moi votre nom, je lui ferai part de votre appel. » La fidèle Florence montait la garde, sans aucun doute. « C'est Miss Ailes Barrow qui vous parle, » reprit posément Lucie. « Aucune nécessité de troubler Miss Marple. Dites-lui simplement que je suis arrivée à bon port et que tout se passe comme prévu. Je l'aviserai de la suite dès que cela sera nécessaire. » Et, calmement, Lucie reprit le chemin de Rutherford Hall. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager. À bientôt.